Et on va du coup poursuivre ce colloque avec Ninon qui va nous rejoindre et nos 4 invités autour de cette fameuse grande question. Ninon, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir avec vous. Alors d'abord, merci à nos invités d'être avec nous. Merci à toutes et à tous qui êtes connectés avec nous en ligne. Et donc, pour commencer ces échanges avec nos invités et après tout ce que nous venons d'entendre, nous allons leur poser leur première question, notamment par rapport à l'engagement des structures. Et donc, on va commencer par vous, Audrey et Thomas. Et donc, quels sont concrètement les types d'engagements pris par les entreprises, les associations? Et selon vous, quelles en sont les raisons? Alors, Audrey, si vous voulez bien commencer, si vous voulez bien. Oui, bonjour tout le monde. Alors, dans les types d'engagement qui reviennent le plus souvent en ce moment, c'est tout ce qui concerne la communication inclusive et comment on représente de manière égalitaire les femmes, les hommes, les couleurs de peau différentes, les handicaps, etc. Donc ça, c'est une grosse partie. Il y a aussi tout ce qui concerne la justice sociale. Et voilà, comment on intègre toutes les catégories de population. Tout ce qui est l'environnement et l'impact environnemental des produits, de l'entreprise de manière générale sur tous ses documents, tous ses supports, son site internet, etc. Et puis l'autre partie que je voyais, c'est l'authenticité et la transparence, et pour contrebalancer le greenwashing qui a été fait depuis de nombreuses années. Voilà. Ça marche. Vous, Thomas, est-ce que vous pouvez nous ajouter quelque chose en plus? Ah, je crois qu'il y a un problème de micro, on ne vous entend pas. Effectivement, si je laisse le micro fermé, ça ne va pas marcher. Là, c'est bon, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de participer à ce colloque et c'est vraiment très bien que les étudiants en communication se posent des questions sur le monde de demain et la RSE. Pour répondre, je vais en fait faire un peu d'histoire de la com et de la com engagée. Alors, beaucoup disent que le développement durable a été inventé soit à Oslo en 72, soit avec le rapport Birkeland en 87. Moi, je vais le dater en mars 2011, quand Greenpeace a fait une vidéo pour parler de l'huile de palme qui était utilisée par KitKat, un produit de Nestlé. Et donc, ils ont fait une vidéo pour montrer que, et je vous invite vraiment à regarder ce film, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Greenpeace, où ils montraient qu'en fait, quand on mange un KitKat, on participe à la déforestation et donc ça tue des orang-outans. Et c'était un film assez violent. Et ils ont repris le logo de Nestlé, ils ont mis des mains ensanglantées dessus. Et évidemment, Nestlé a pas très bien pris cette communication de Greenpeace et a dit « Arrêtez, vous n'avez pas le droit de toucher à mon logo, c'est une marque déposée ». Et ils sont énervés. Évidemment, effet contraire, ça a mis le feu aux poudres. Et il y a plusieurs millions de personnes qui ont vu ce film en 48 heures. Et pour la première fois, le cours de Nestlé a baissé le lendemain à cause d'une action de Greenpeace. Et là, on voit bien qu'en fait, la communication engagée et la RSE, c'est un effet de pression. C'est-à-dire que si j'exerce une pression sur une entreprise, si je lui pose des questions, il va falloir qu'elle réagisse. Et donc, typiquement, que Nestlé arrête d'utiliser l'huile de palme. Le développement durable, c'est évidemment des convictions personnelles qu'un dirigeant peut avoir, qu'un collaborateur peut avoir, mais il y a aussi quelque chose de très mécanique. Et globalement, les PME aujourd'hui n'ont pas de pression, donc du coup, elles n'ont pas de communication engagée, elles ont rarement défini une stratégie RSE, sauf si elles veulent en faire un point de différenciation qui correspond aux convictions du fondateur, et certainement Christophe nous partagera son histoire que je ne connais pas, mais qui me semble correspondre vraiment à ça, à des convictions personnelles. Et après, c'est une manière de se différencier aussi sur le marché et de faire le bien autour de soi. Mais pour les grandes entreprises, c'est essentiellement un jeu de pression. Et donc, du coup, je vais mettre en place une stratégie RSE pour être en capacité de répondre à responsabilité. Ça vient de respondere en latin, qui veut dire répondre. Donc, la RSE, c'est est-ce que je suis capable de répondre à toutes les questions qu'on me pose? Et la communication fait évidemment partie de ça, puisque je vous ai, moi, donné mon origine de la com engagée, c'est une opération sur Facebook de Greenpeace et sur YouTube. Donc la communication, elle est intimement liée. C'est ma capacité à répondre, à écouter, à discuter avec mes parties prenantes. Vous avez donné plein de chiffres d'études qui démontrent que aujourd'hui, il y a de plus en plus de pression et donc du coup, toutes les entreprises sont obligées de se transformer. Voilà. Après, aujourd'hui,
quels sont les éléments de communication, quels sont les sujets, les engagements qu'ils vont prendre, que les entreprises vont prendre. Évidemment, ça dépend de leur pression. Moi, je travaille avec une entreprise qui a un énorme bilan carbone, mais je fais tout pour le réduire, qui s'appelle Total France. Et Total, évidemment, a plein de pression. Et ils font aussi des actions de communication sur lesquelles je dis on ne communique pas en externe. Ils vont avoir des salariés qui font du mécénat de compétences et qui vont s'investir dans plein d'associations. Et il y a des recycleries à Paris, par exemple, qui tiennent grâce à l'engagement des salariés. Mais ça intéresse personne. Donc on fait de la com interne et on montre que c'est vachement bien, mais on n'en parle pas à l'externe. Par contre, Total est attendu sur les sujets énergétiques. Donc voilà, il faut qu'ils prennent la parole sur les sujets énergétiques. Voilà. Alors ça, c'est une entreprise qui a un impact négatif assez fort et qui est en train de se transformer pour apporter de nouvelles solutions d'énergie. Et à l'inverse, je travaille avec des gens qui font du quinoa depuis 30 ans, des produits bio sans gluten et qui sont d'ailleurs pas très loin de Lyon, là au sud de Lyon, qui sont leaders dans les magasins bio. Eux, ils essaient d'avancer, de progresser avec leurs convictions par rapport à des clients qui attendent de plus en plus de produits bio, mais qui soient aussi gourmands, qui soient aussi bons, et que les produits bio, notamment les produits industriels bio, les pâtes, le riz, ça n'a pas toujours été très bon, donc ils améliorent la qualité. Voilà, donc la RSE, c'est la capacité à répondre aux pressions. Et donc ensuite, après, je vais m'engager sur du social, comme le disait Audrey, sur de l'inclusif, sur de la diversité, sur le rôle des femmes dans l'entreprise, qui est évidemment un sujet essentiel et hyper stratégique sur lequel on est tellement à la bourre que voilà, et on voit que ça avance pas. Et quand on regarde les patrons du CAC 40, on se dit putain, il y a encore 39 ou 40 mecs. Enfin, il y avait Isabelle Cocher chez Engie, mais voilà. Après, on sait que le sujet environnemental parle beaucoup, séduit beaucoup depuis très longtemps. Et on a tous été émus par ces animaux qui brûlent sur les incendies en Australie. Et on se dit, il faut absolument préserver la planète. Quand on voit des poussins qui sont broyés parce qu'ils sont masculins quelques secondes après la naissance, on se dit, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et L214 montre des images comme ça. Donc les entreprises réagissent. Et par exemple, Carrefour, maintenant, vend des œufs qui sont des œufs masculins, vous ne le savez pas, mais ce ne sont que des œufs masculins parce qu'ils savent identifier le sexe de l'œuf avant la naissance. Donc, ils font éclore les œufs féminins et les œufs masculins, ils les gardent pour les vendre comme des œufs. Voilà. Et ça a le même goût. D'ailleurs, vous n'en étiez pas aperçu. Voilà. Donc, la RSE, c'est... Non, effectivement, on n'était pas au courant de cette information. Voilà. C'est une information assez atypique, mais très intéressante. C'est super original. Bah ouais. Donc voilà, après le sujet environnemental crée une émotion et donc les entreprises veulent répondre à cette attente et à cette émotion. Et effectivement, comme le dit Audrey, depuis 1 an, 2 ans et la crise et ce retour un peu, la fermeture des frontières, on voit bien qu'on a des gens pas très loin de nous qui ne bénéficient pas forcément d'une qualité de vie aussi belle qu'elle pourrait l'être dans notre pays. Et donc du coup, heureusement, on fait des campagnes de communication sur l'inclusion sociale, sur le handicap, qui est aussi un sujet sur lequel on est tellement à la bourre que c'est insupportable. Voilà. Et donc, enfin, on voit maintenant sur des campagnes de pub à la télé ou sur des sites internet une représentation de la diversité, une représentation à peu près équitable des hommes et des femmes. Et je vous félicite d'ailleurs pour votre plateau d'avoir choisi 2 hommes et 2 femmes. Sinon, s'il n'y avait pas eu de femmes, je ne participerais pas parce que j'aime pas ça. Voilà. Comme vous avez pu le constater, alors nous, pour le coup, on n'a pas trop de parité ici en duplex du côté des étudiants, mais effectivement, on a fait un choix de parité au niveau de nos invités. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous nous avez parlé de vos clients, notamment Total. Ce qu'il faut rappeler pour notre audience, c'est que vous, Thomas et Audrey, vous êtes tous les deux fondateurs et directeurs d'agences de communication engagées. Donc du coup, les différents types d'engagement que peuvent prendre les structures, vous connaissez particulièrement bien. Et vous nous avez parlé de l'engagement environnemental. Ça me permet une très belle transition pour poser une question à Suzy, donc, qui est directrice de la communication de l'APCC, donc l'association professionnelle, l'association des professionnels en conseil climat. Suzy, je me tourne vers vous avec une question. Donc,
comme l'ont dit Audrey et Thomas, parmi les différents types d'engagement, on note l'engagement environnemental. Cette cause a pris beaucoup d'ampleur auprès des citoyens et des pouvoirs publics, notamment avec la Convention citoyenne du climat et les marches du même nom. Vous, d'après votre expérience, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau de ce qu'il y a à faire d'un point de vue environnemental et un véritable engagement concret de la part des entreprises ? Alors, moi, ma réponse, ça va être un petit peu plus technique parce que j'ai, au niveau de mon travail, donc je suis responsable communication d'une association qui fédère des professionnels qui conseillent les entreprises et les collectivités sur ces thématiques-là. Donc, tout ce qui va être aider les entreprises, en fait, à mettre en place des actions concrètes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, je travaille beaucoup plus au niveau B2B et technique, donc pas trop au contact des entreprises qui travaillent, qui sont sur des cibles grand public, on va dire. Donc, ma réponse, ça va être un peu technique par rapport à ce que j'ai pu voir et ce que voient les bureaux d'études qui travaillent dans ces secteurs-là. Je dirais que, par exemple, vous savez que les entreprises doivent déposer leur bilan GES sur le site de l'ADEME. Donc, elles sont censées faire un bilan carbone et le déposer ensuite sur le site de l'ADEME. Ce qui a été constaté, c'est qu'on n'a que 35% des obligés actuellement qui déposent leur bilan carbone. Donc, parce qu'en fait, c'est obligatoire, mais il n'y a pas vraiment de sanctions, si vous voulez, pour le moment, qui sont mises en place. Donc, ce n'est pas forcément bien respecté. Donc, ça pourrait être largement amélioré pour le moment. Mais moi, ce que je peux constater dans mes expériences en fait, au sein de la PCC, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a un engagement qui est de plus en plus important, surtout des chargés de mission des développement durable, chargés de mission RSE au sein des entreprises qui sont plus importants qu'avant et plus engagés qu'avant. Parce que nous, notamment, on organise des webconférences qui ont lieu, on va dire, une fois par mois à peu près. Dans ces webconférences, on va donner beaucoup de bonnes pratiques et des retours d'expérience et des bonnes pratiques que les entreprises peuvent mettre en place. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de découvrir tous les leviers d'action qu'ils peuvent mettre en place dans leur structure à ce niveau-là. Et je constate, ça fait 3-4 ans maintenant que je travaille dans mon association, je constate vraiment qu'on a une prise de conscience qui est plus importante. On a beaucoup plus de monde qui assiste à nos webconférences, qui pose des questions, qui s'investissent et qui ont envie de faire bouger les choses dans leur entreprise. Et notamment, c'est aussi le cas pour un événement qu'on va organiser là en novembre, le Sommet virtuel du climat, qui est un événement à destination des entreprises et des collectivités pour les aider à s'engager sur ces sujets-là. À la première édition, on a eu 2000 participants. Donc là, je ne peux pas vous dire combien on va en avoir pour l'édition 2021, mais j'espère bien voilà, j'espère bien qu'on en aura plus. Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti-là que ça bouge quand même plus et que les entreprises veulent s'engager plus. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour votre retour. Et du coup, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux gestes que les entreprises doivent déposer. Du coup, à ce niveau-là, à partir du moment où il n'y a pas de sanctions ou d'obligations particulières, comment est-ce que ce nombre de 35% qui est quand même assez bas, on va pas se le cacher, comment est-ce qu'on peut être amené à l'augmenter si ça ne vient pas d'obligations légales ou de sanctions particulières ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Pas facile de répondre à cette question. Je dirais que justement, en fait, un des freins qu'on a identifié, nous, c'est que, en fait, la réglementation, c'est important pour que les entreprises agissent, mais c'est pas suffisant parce qu'en même temps, si on leur donne pas les moyens, si on leur donne pas les clés pour le faire, c'est compliqué. Donc, je pense qu'un des leviers, nous, qu'on essaye d'utiliser, c'est justement de rendre accessibles les bonnes pratiques. Donc, le retour d'expérience, un maximum. Donc, essayer de faire intervenir, par exemple, des structures qui ont déjà mis des choses en place au sein de leur organisation, auprès de leur public, et qu'elles puissent expliquer comment elles ont procédé et aider en fait de proche en proche comme ça les entreprises. Donc je pense que voilà, un des leviers, c'est vraiment d'identifier au sein des entreprises qu'est-ce qui les bloque et les aider à passer le pas. Si je peux rajouter un petit truc, c'est… Bien sûr, Thomas, allez-y. On a vu, il y a des études qui sont faites annuellement sur
la stratégie climat des entreprises. On a vu qu'il y a 2 fois plus d'entreprises qui ont fait des stratégies climat. Ce qu'il faut bien comprendre, et notamment pour les étudiants, que la stratégie RSE, donc on va travailler sur les sujets environnementaux, sociaux, et on a besoin de mesures, on a besoin de KPI. Sur le social, quel est le pourcentage d'hommes-femmes, d'handicapés, etc. Et sur l'environnement, il faut qu'on calcule le carbone qu'on va émettre sur l'ensemble du cycle de vie du produit, du sourcing de matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Hein. Dans l'agroalimentaire, c'est de la fourche à la fourchette. On parle parfois du berceau à la tombe pour un produit, mais c'est sur l'ensemble du cycle de vie. C'est hyper important de faire son bilan carbone et de mesurer où est-ce que je suis mauvais, où est-ce que je pollue, pour essayer de récupérer. En général, c'est le produit que j'ai fabriqué qui va être utilisé par les consommateurs qui va polluer. Hein. Le bilan carbone de Carrefour, c'est 86%. C'est le produit alimentaire ou pas alimentaire d'ailleurs, plus le packaging, etc., qui va être utilisé par les consommateurs. Donc, comment je fais pour sélectionner mieux mes fournisseurs, les produits que je vais distribuer pour baisser mon bilan carbone? Parce que, attention, il y a la taxe carbone qui va arriver un jour. Et ça va coûter très très cher. Donc les entreprises sont obligées de définir les stratégies climat. En plus, c'est super intéressant de creuser son bilan carbone et de mesurer sur le cycle de vie. Et après, il y a un deuxième point, ce qui est peut-être plutôt pas mal dans cette économie libérale qu'on vit aujourd'hui dans l'Europe de l'Ouest, en France et tout, c'est qu'il y a une concurrence. Et donc, les entreprises commencent à se faire une petite compète sur « regarde mon bilan carbone, il est meilleur que le tien ». Et notamment dans l'immobilier, où ils sont sur des sujets RSE depuis très très longtemps, où ils font vraiment un gros boulot. Après, sur les distributeurs alimentaires que vous connaissez, les Carrefour, Auchan, etc., c'est vachement plus difficile parce qu'ils ne sont pas tellement responsables de leur bilan carbone, parce qu'en fait, c'est des produits qu'ils achètent, qu'ils revendent, etc. Donc voilà, c'est un exercice hyper intéressant. Et on voit que ça progresse. Voilà. Et dernier truc, nous avons déposé notre bilan carbone alors qu'on n'était pas obligé de le faire puisqu'on est une PME. Mais voilà. Donc, il y a aussi des entreprises qui ne sont pas obligées de déposer leur bilan carbone et qui le font. Qui le présentent quand même. Voilà. Tout à fait. Bah exactement, c'est tout à fait la mission des membres qui font partie de l'association, hein, d'aider les entreprises à développer leur stratégie climat. Donc effectivement, le bilan carbone, c'est la base, parce que c'est ce qui permet ensuite d'identifier les champs d'action, les leviers d'action qu'on a au sein de son entreprise. À quel endroit, quel est le scope, on appelle ça des scopes, hein, il y a le scope 1, 2 et 3 pour les entreprises. Quel est le scope sur lequel je dois le plus travailler? Est-ce que dans mon bilan carbone, moi, ça va plutôt être la partie transport de marchandises où je vais émettre le plus de gaz à effet de serre, et comment je peux faire pour réduire ça? Donc, nos membres, ils sont vraiment là-dessus, sur le conseil et l'accompagnement. Donc, d'abord établir le bilan carbone et ensuite accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse améliorer ce qu'elle peut améliorer. Et nous, en fait, ce qui est bien, c'est que comme on a tous ces membres-là qui ont tous ce savoir-faire, ils peuvent nous faire remonter les bons conseils, les bonnes pratiques à faire passer aux entreprises et aux collectivités. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos conférences vont avoir lieu et où on va pouvoir vraiment les aider. Et ça permet de débloquer vraiment pas mal de freins et d'aider d'autres entreprises qui peuvent prendre exemple et ensuite s'améliorer. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour ces éléments de réponse très complets, en tout cas. Merci. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Christophe. Donc, Christophe, vous êtes fondateur du Ninkasi. Et donc, le Ninkasi qui existe depuis maintenant à peu près 20 ans, un peu plus, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Je crois qu'on est dans notre 23e année. Voilà, bon, 23 ans, bel âge. Alors du coup, nous, notre question pour vous, c'est de savoir concrètement les engagements qui ont été pris donc, depuis le début du Ninkasi. Comment est-ce que vous les avez vus évoluer depuis du coup ces 23 ans jusqu'à aujourd'hui? Alors, je pense que quand on a créé le Ninkasi en 97, on s'est posé des questions qui semblent aujourd'hui évidentes, mais je pense qu'à l'époque, les entreprises ne se posaient pas beaucoup. On s'est vraiment posé la question de notre raison d'être, du sens de notre projet, des valeurs qui nous semblaient essentielles. Donc, c'est vraiment des choses qui ont été discutées dès le début de l'aventure et qui ont ensuite été une ligne rouge qui ont participé à la construction, au développement du projet. Et à l'époque,
ces valeurs, ce cadre, il avait une dimension sociale, hein, que le projet soit une aventure humaine, inclusive, avec un soin apporté à l'accueil des collaborateurs, au fait qu'ils puissent s'épanouir et participer à l'aventure. C'est que du bon sens, hein, c'était de dire on ne peut pas faire un métier d'accueil si on ne commence pas par bien accueillir les gens qui travaillent chez nous. Et on doit bien s'en occuper si on veut qu'ils s'occupent bien de nos clients. Et on a aussi, dans les valeurs, fait le choix de la diversité des publics, diversité des personnes qu'on recrute, diversité aussi dans l'offre qu'on propose à nos clients. Donc, ça nous a tout de suite conduit vers une logique de circuit court, c'est-à-dire trouver des producteurs locaux et leur donner un accès à des clients. Et c'est des choses qui se sont petit à petit enrichies au fil du temps. Toutes ces valeurs, toute cette démarche s'est consolidée. Et c'est vrai que la dimension environnementale est arrivée plus tardivement, même si dès le début, on était dans une logique de circuit court. Mais finalement, ce qui avait motivé cette volonté, c'était plus de proposer des produits alternatifs à celles qu'on pouvait trouver dans les bars. En 97, vous trouviez, si vous vouliez boire un jus de fruits, du Pago. Nous, on est allé voir l'entreprise Bissardon, qui est dans l'excellence, et on a réussi à proposer des jus de fruits Bissardon moins chers que ce qui était proposé dans d'autres bars sur Lyon. Voilà. Et c'est vrai que la dimension environnementale, elle est petit à petit montée en puissance, avec dernièrement un bilan carbone. Et aujourd'hui, finalement, ce qui est en train de se passer au Ninkasi, c'est qu'on est en train de rassembler et la démarche RSE de l'entreprise et la stratégie pour ne pas avoir dans le pilotage de l'entreprise deux dispositifs parallèles, mais avoir ce que j'appelle une stratégie d'impact, c'est-à-dire de complètement intégrer la démarche RSE dans la stratégie de l'entreprise pour avoir une réelle cohérence. Et ça nous a demandé finalement à se recentrer, c'est-à-dire qu'à force d'avoir plein de belles intentions et finalement de laisser beaucoup d'initiatives se développer dans l'entreprise, on était un peu rentré dans un phénomène de dispersion. Et en fait, le bilan carbone et puis ce qu'on appelle une étude de matérialité où on a intégré toutes nos parties prenantes, c'est-à-dire salariés, fournisseurs, partenaires, clients, nous a permis d'identifier les sujets sur lesquels on pouvait vraiment avoir de réels impacts et sur lesquels on était attendu. Donc finalement, aujourd'hui, on a un recentrage de nos actions qui va nous permettre d'être plus impactant. Je pense que ce qu'il y a d'important pour une entreprise qui prend des engagements, c'est de pouvoir apporter la preuve que ces engagements ont de réels impacts, produisent des effets. Donc, on a aujourd'hui, quand on parle de développement durable, il y a les 17 ODD. Nous, on ne peut pas intervenir sur les 17 ODD, c'est trop large pour nous. Aujourd'hui, on a identifié 5 sujets sur lesquels on pouvait vraiment obtenir des résultats significatifs si on mettait des ressources importantes sur ces thématiques. Voilà un petit peu comment les choses ont évolué en termes d'engagement sur ces 23 années. Super, merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant de découvrir un peu les engagements concrets que prend le groupe Ninkasi. J'ai une question pour vous, Christophe. On a vu au moment de notre tour d'horizon avec Nadia sur la communication engagée qu'il y a une sorte d'effet boule de neige positif à l'engagement d'une structure quand elle décide de prendre des engagements concrets. Derrière, ça lui permet aussi d'engager avec elle ses différentes parties prenantes, ses salariés, ses collaborateurs, ses partenaires, ses investisseurs. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu constater? Est-ce que tous ces engagements que vous avez pris, qui à l'époque, pour vous, étaient, comme vous le dites, du bon sens et qui aujourd'hui sont vraiment définis par la RSE, la communication responsable, les engagements responsables, est-ce que vous avez pu embarquer avec vous vos parties prenantes pour s'engager aussi concrètement à vos côtés?
Je pense, nous, on dit Ninkasi, entreprise engagée, entreprise indépendante et entreprise ambitieuse. En fait, il y a eu en 2017 un vrai questionnement qui a été de dire est-ce que on se développe au niveau national? Notre stratégie de développement, dans un premier temps, était de créer un écosystème régional avec une logique de circuit court, des fournisseurs de proximité. Et puis à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on va plus loin? Et c'est vraiment posé la question de est-ce qu'on ne va pas perdre nos valeurs, perdre du sens à développer plus largement l'entreprise? Et il y a eu vraiment un débat qui a duré plus d'une année dans l'entreprise, où à un moment, on s'est dit, le modèle qu'on développe, il est durable, on a des externalités dont on a conscience et qu'on essaye chaque année d'améliorer. Il n'y a aucune raison qu'on ne laisse pas grandir l'entreprise. Et si on ne la laisse pas grandir, finalement, c'est accepter de laisser la place à d'autres. Le marché de la bière explose. Pourquoi laisser la place à des marques industrielles qui n'ont pas nécessairement le même modèle que nous, qui n'ont pas nécessairement des externalités aussi positives que nous? Donc il y a eu ce choix de venir ajouter à la dimension indépendante et engagée la dimension ambitieuse. C'est de dire notre modèle, il faut le laisser grandir. Et bien évidemment, il y a cet enjeu d'embarquer plus de monde avec nous. Et la communication, ça a été de mettre plus en lumière notre modèle pour pouvoir assumer notre développement. Parce qu'évidemment, on est en France et dès qu'on grandit, on va dire, en France, c'est la culture du small is beautiful. Donc, si on grandit, on devient, c'est des termes qui ont été utilisés par la presse, hein, l'empire Ninkasi, hein, vous imaginez, Ninkasi, 21 établissements, on utilise le mot empire, donc je ne sais pas quel mot on peut utiliser pour aujourd'hui des entreprises globales, mondiales, comme par exemple les GAFA. Donc voilà, il y a eu une nécessité de prévenir la volonté de grandir, de se développer. Et puis, je pense, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, on ne peut pas être une entreprise engagée si on n'embarque pas des clients qui sont eux-mêmes engagés. Aujourd'hui, si je donne un exemple, dans notre bilan carbone est ressorti l'impact du steak haché dans notre offre de restauration. Si on veut réduire nos émissions de CO2, il faut qu'on propose des substituts au bœuf. Alors, on le fait depuis très longtemps avec une petite start-up lyonnaise, qui n'est même plus une start-up, qui est en train de devenir une belle entreprise, qui est Harry & Co. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas une communication engagée, pédagogique, qui explique pourquoi il faut manger moins de viande et pourquoi il faut manger, quand on mange de la viande, une viande qui est plus vertueuse, qui est plus éthique, si je n'arrive pas à convaincre le consommateur de cet enjeu-là, en fait, les choses vont se faire très lentement. Et donc, la communication, elle a aussi comme vertu d'être pédagogique et d'embarquer et de réussir à atteindre des objectifs ambitieux. Et la communication engagée, c'est aussi de mettre en lumière la démarche, les réalisations, mais aussi d'être dans une transparence, c'est d'assumer et de ne pas avoir peur de communiquer sur les points sur lesquels on n'est pas nécessairement bon et sur lesquels on a du travail. On a fait le choix de travailler avec une petite start-up qui s'appelle Génétique. L'idée, c'est je montre l'ADN de l'entreprise. Donc, ils sont venus nous évaluer sur toutes nos pratiques RSE. Et une fois que cette évaluation a été faite, on l'a mis en ligne sur notre site internet. Et on est bon dans certains domaines et puis on est mauvais dans d'autres. Et aujourd'hui, cette transparence, elle participe aussi à construire la confiance avec notre écosystème, les parties prenantes, nos clients. Et elle nous engage à mener des actions d'amélioration et à être évalués régulièrement pour que la promesse, le discours sur les engagements ne soit pas simplement un discours, mais soit extrêmement concret. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un point qui devient essentiel. Vous l'avez dit dans votre introduction, la confiance, c'est quelque chose de très fragile et de très précieux. Et c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Et je pense que cette démarche de transparence et de communication, elle est devenue maintenant essentielle. Merci beaucoup, Christophe. C'est vrai. Et puis, pour le coup,
comme vous l'avez dit, la communication engagée, c'est beaucoup de transparence, comme on peut le voir avec ce test génétique que vous avez fait, et de la pédagogie. Et puis, on imagine aussi peut-être un peu d'originalité dans la manière dont on communique sur les engagements d'une entreprise ou d'une structure. Du coup, cette réflexion m'amène à me tourner vers Audrey. Audrey, vous, avec votre studio de communication, vous vous présentez comme une agence de communication engagée avec des productions décalées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie et quel type de communication engagée vous proposez à vos clients pour vraiment montrer ce qu'ils font et avoir de l'impact? Ok, je vais vous expliquer, mais je vais aussi vous montrer parce que ça sera nettement plus parlant Allez-y, avec grand plaisir. Avec des images. Mais du coup, pour faire simple, le décalé, ça veut dire être à contre-courant de la communication habituelle, ça veut dire casser les codes, ça veut dire faire de l'humour ou de la provocation dans la communication. Mais je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors... C'est déjà, j'aime déjà beaucoup, effectivement. J'aime bien l'idée. Je cherche le plein écran. Alors, du coup, j'ai mis plusieurs catégories de ce qui peut être fait en termes de communication décalée. Il y a par exemple tout ce qui est le détournement, donc ça va être transposer des codes dans d'autres, utiliser ce que connaissent des catégories de population, etc. Donc là, par exemple, c'était reprendre le code d'une application très connue qui s'appelle Tinder et de le transposer dans un autre domaine pour justement attirer les cibles jeunes et les inviter à s'inscrire sur les listes électorales. Donc là, on est dans du détournement. Il y a aussi tout l'aspect, quand on est une marque engagée, il y a tout l'aspect pédagogie, un peu ce qu'expliquait Christophe tout à l'heure. Et il y a d'autres marques, notamment We Dress Fair sur Lyon, qui est un magasin de vêtements éthiques, qui a un blog où ils expliquent vraiment tout un tas de choses sur les matières, etc. Donc en fait, c'est grâce à ce blog qu'ils montrent aussi leur engagement et à quel point ils connaissent ce dont ils parlent. Donc là, c'était du coup une start-up qui avait monté une carte, on va dire, éthique. Et l'idée, c'était d'être pédagogue dans la façon d'expliquer, mais aussi d'être complètement décalé, parce qu'on est dans un milieu bancaire et en fait, on amène d'autres codes. Parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les sites de banque ou de choses comme ça se ressemblent. On peut pratiquement apposer un autre logo sur un site et on ne se rend pas compte de ça. Et puis de faire aussi beaucoup d'humour là-dedans. Et il y a aussi voilà, d'autres choses qui sont des infographies, mélanger des chiffres avec des accroches très impactantes. Voilà, pour faire réfléchir du coup le public. Là, c'était quelque chose de très simple pour redonner du sens à la vraie signification du 1er mai. Après, il y a tout ce qui est du coup jouer l'authenticité, la transparence et l'humour. Donc, c'est ce que j'ai fait par exemple pour une entreprise qui s'appelle Mutine, qui eux ont développé des produits écologiques et responsables, où justement ils voulaient contrebalancer tout le greenwashing qui a été fait dans ce milieu-là et eux être un maximum transparents et jouer du coup la carte de l'humour pour engager leurs consommateurs dans un manifeste, etc. Parce que c'était du coup important pour eux aussi d'expliquer tout ce processus-là. Après, il y a aussi tout l'aspect provocation et comment on détourne des sujets avec beaucoup de provoque, qui est ici par exemple une campagne sur le consentement, donc du coup quelque chose qui est totalement dans le très limite, le trash, etc. Mais du coup, c'est pour contrebalancer avec les campagnes qui sont plutôt axées sur le côté dramatique, etc. Au final, on finit par ne plus les voir. Alors que si on va jouer sur la provocation, c'est ça qui va faire qu'on va en parler plus facilement. Voilà. Certains vont être choqués de ce genre de communication, mais ça peut au final lancer des débats après.
Et puis pour le coup, au moins, on s'arrête dessus et je pense que ça fait réagir dans le bon ou dans le mauvais sens. Au moins, les gens s'arrêtent dessus et réagissent. Donc, c'est particulièrement efficace, effectivement. Et on comprend bien, en plus, ouais, effectivement. Et voilà, une autre campagne sur du coup le harcèlement et être vraiment dans la réalité aussi des choses, le cru tel que les femmes, en l'occurrence là, le vivent, pour que ce soit plus parlant pour tous ceux qui ne se rendent pas compte de ça, d'être vraiment dans le vrai, le juste, plutôt que juste faire une campagne stop harcèlement ou des choses comme ça qui vont pas parler parce qu'on ne se rend pas compte de potentiellement ce qu'il y a derrière. Ouais, et c'est toujours un mélange en fait de fond et de forme sur le message et sur la forme que prend le visuel. Et après, il y a tout l'aspect, l'optimisme et le contraste, toujours pour amener des choses pas dramatiques. Par exemple, quand on parle de maladie ici, du coup, là, c'était une campagne sur l'endométriose. On va avoir tendance à voir beaucoup de visuels ou même tous les livres qui ont été écrits sur l'endométriose qui sont très dramatiques, tristes, voilà, des titres comme Une araignée dans le ventre, des choses comme ça qui ne sont pas en fait très positifs. Du coup, là, c'était amené à un autre angle, plutôt de montrer que toutes ces personnes-là atteintes avaient en fait beaucoup de courage de supporter la maladie, comme toutes les personnes en situation de handicap ou malades. Voilà. Et l'autre, c'était sur le harcèlement au travail, le burn-out, etc. Tout ça. Et pareil, de faire en fait une force de ce truc-là au lieu de montrer que le côté triste, c'est horrible, tout ça, pour donner une autre image. Et après, il y a tout ce qui est humour noir. Là, ça va venir chatouiller le public, mettre les gens mal à l'aise. Voilà. Quelques exemples. Et en fait, ça va potentiellement marquer plus les esprits que, encore une fois, si on reste sur un message très simple, très lisse, ou voilà, montrer en fait quelque chose d'inattendu. Parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça au départ. Voilà, je parle de blague et puis au final, c'est quelque chose de... c'est un rire jaune en fait. Voilà, tout à l'heure. C'est des campagnes qui sont vraiment qui sont super percutantes et qui amènent vraiment à s'arrêter devant, parce que c'est vrai que pour le coup, des messages publicitaires, on en voit, je ne sais pas quels sont les chiffres sur une journée, mais on en voit des centaines. Et au moins, c'est vraiment des campagnes publicitaires qui font vraiment la différence. Là, tout ce que vous nous montrez, c'est des campagnes que vous avez pu faire pour j'imagine pour des clients à vous, pour des annonceurs. C'est quel type de structure qui ose, qui a le courage un peu d'investir dans des communications comme ça, parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir une certaine dose de courage pour se lancer dans une communication aussi provocante et qui marque autant. Généralement, est-ce que tous les types de structures, est-ce que tout type d'entreprise est prête à se lancer dans une communication comme ça, aussi impactante? Alors non, parce que c'est très compliqué encore aujourd'hui d'assumer cet engagement et tout ça, parce qu'il y a la peur en fait de se couper d'une partie de son public ou de ses consommateurs. Mais après, ce qui vient beaucoup, et comme les clients que j'ai pu accompagner là sur Mutine, c'est des gens qui ont été dans le milieu salarié, etc., qui ont vu comment ça se passait et qui ont eu marre de ce qu'ils ont vu, du greenwashing, etc. Donc aujourd'hui, ils avaient besoin de donner du sens, de l'authenticité, de la transparence. Donc en fait, c'est en général des fondateurs, des fondatrices qui ont monté des boîtes avec une raison d'être qui vient de leur trip, en fait. Et eux, ils sont prêts à tester des choses, en fait, parce que ils repartent de rien, donc ils n'ont pas peur d'oser, en fait. Voilà. Oui, je comprends bien ce que vous dites. C'est vrai qu'on se doute bien qu'il faut aussi avoir peut-être une expérience aussi soi-même pour avoir vraiment le courage
mettre en place une communication pareille pour avoir ce côté provoquant et dans le bon sens. Thomas, vous, de votre côté, est-ce que pour vous, ce genre de communication, est-ce que c'est quelque chose que vos clients ou les entreprises avec lesquelles vous pouvez travailler, est-ce que c'est le genre de communication qu'elles osent, ou est-ce qu'elles sont sur une communication engagée un peu plus institutionnelle, un peu plus carrée? Petit problème de micro, Thomas, qui est coupé. Je ne sais pas pourquoi je l'avais coupé. Ça dépend des entreprises et notamment de leur taille et de leurs enjeux. C'est-à-dire que, par définition, des grandes entreprises qui sont en train de se transformer ne vont pas utiliser l'humour, mais peuvent utiliser évidemment la pédagogie. Et moi, je crois énormément à la nécessité d'expliquer, de faire comprendre. Et ça tombe bien, les consommateurs à 74% disent « j'ai pas assez de transparence, j'ai pas assez d'informations sur l'entreprise ». Et c'est pour ça qu'il y a des Yuka, Clear Fashion, etc. Donc, mais dans des grandes entreprises où il y a un stress et une situation complexe, la RSE, elle a besoin de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a assez peu de pubs télé sur une entreprise qui, d'un point de vue corporate, va expliquer un peu sa stratégie RSE. Et c'est souvent du digital, parce qu'on a besoin d'expliquer, on a besoin de temps, on a besoin de faire des films, de faire des articles, etc. Donc le digital est souvent la réponse en termes d'outils, et la pédagogie, l'explication et la façon de faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stress sur les enjeux RSE, et l'enjeu, il est immense, puisqu'il y a un risque pour l'humanité, et donc du coup, faire de l'humour quand on a causé une partie du problème, c'est hyper compliqué. Et pourtant, c'est essentiel. Et votre question, elle est centrale. C'est-à-dire qu'il faut absolument remettre de la créativité, il faut absolument remettre de l'empathie, de l'émotion, pour faire de telle sorte que le développement durable devienne désirable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une campagne chiante, on ne va pas la voir, elle ne va pas émerger, et du coup, le message n'est pas efficace, alors qu'elle est censée porter un nouveau discours, un nouveau regard sur l'avenir, etc. Donc, si on doit embarquer les citoyens, les consommateurs, les gens qui sont derrière leur télé ou leur écran d'ordi dans une nouvelle histoire, il faut absolument créer de la désirabilité. Depuis trop longtemps, la publicité a créé une société terrible qui dit « je suis heureux si je possède ». Voilà. Et du coup, et en plus, si j'ai un rapport aux femmes hyper séducteur, l'exemple le plus terrible, c'est la pub d'Invictus, hein, donc un rugbyman, hyper beau, hyper musclé, avec une super musique de Jay-Z, etc., qui se retrouve sur un terrain, qui casse des statues en plâtre que sont ses adversaires. À la fin du match, il a sa coupe qui est le parfum, et il rentre dans le vestiaire. Il y a 5 femmes quasiment nues qui l'attendent, et il a un regard où on comprend qu'il va s'amuser. C'est juste insupportable de représenter un imaginaire, enfin de créer un imaginaire comme ça. C'est juste pas possible. Donc, et heureusement, il y a des gens comme Intermarché qui font des pubs où on voit le jeune qui commence à manger bio, ou en tout cas des fruits et légumes, etc. Il arrête de bouffer des chips et du coca. Donc, il y a des marques qui arrivent assez bien à le faire. Alors là, il n'y a pas spécialement d'humour, mais il y a énormément d'empathie et tout. Donc, le rôle des communicants, des publicitaires, donc de tous les étudiants qui sont là dans les prochaines années, c'est de participer à la construction de cet imaginaire positif. On a une grande responsabilité, nous communicants depuis 20 ans, 30 ans. C'est qu'on a créé une société de consommation. Et on a mis le verbe avoir avant de mettre le verbe être. Et c'est ce qu'il y a de très difficile avec les sujets RSE. C'est qu'on demande de l'épure, on demande de la nuance, on est sur l'être, on est sur l'essentiel, et c'est pas facile à communiquer, parce qu'un communicant, il a l'habitude de dire c'est peut-être le meilleur café du monde, ou regarde cette voiture, c'est certainement la voiture la plus rapide du monde. Et là, et notamment c'est ce qui est en train de sortir avec la loi résilience et climat qui est en ce moment au Sénat et sur laquelle les parlementaires sont en train de bosser, c'est qu'on va demander aux publicitaires d'être proportionnés, d'être nuancés. Alors ça va être difficile parce qu'ils ont l'habitude de dire d'utiliser que des superlatifs. Alors que la RSE, c'est de la finesse, c'est de la subtilité. C'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de femmes, parce qu'en général les femmes sont plus subtiles que les mecs qui veulent montrer leur force et ils font des pubs comme Invictus. Donc il y a une vraie remise en question du modèle, enfin
des valeurs des agences, une nécessaire mixité, diversité. Voilà, moi, typiquement, il y a 12 ans, quand j'ai créé l'agence Mieux, juste avant, j'étais dans une agence où on était 200. On était parti de zéro, 1er janvier 2002. 7 ans après, on était 200. Sur les 200 personnes, il y avait 140 femmes, 60 hommes. Au comité de direction, on était 27. Parce qu'il faut que je vous dise combien il y avait de femmes. Il y avait 27 hommes. Non, mais je vous donne la réponse. J'allais dire peut-être 2 quand même, un petit peu par espoir, mais bon. Non, si de la DRH, non, même pas. On était 27 hommes. Et bon, moi j'avais 34-35 ans à l'époque, mais les autres avaient hommes blancs de 50 ans, avec évidemment la compétition de celui qui a le 4x4 le plus gros. Voilà, donc il y a un problème dans les agences de communication, c'est que dans les comités de direction, il n'y a pas la diversité qu'il devrait y avoir et qui n'est pas du tout représentative de l'effectif. Donc il faut absolument secouer ça, il faut transformer le modèle des agences pour qu'on commence à réfléchir différemment et qu'on essaie de comprendre un peu les enjeux RSE. Donc après, il y a toute une expertise nécessaire. Il y a beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'ambition. Et je rejoins ce que disait Christophe, c'est que je crois qu'il faut qu'on soit tous très ambitieux et en même temps qu'on soit très humble par rapport à la tâche qui est devant nous. Et voilà, mais et pour revenir sur le début, sur la créativité, elle est essentielle. Donc il va falloir qu'on crée de l'émotion, qu'on fasse des pubs comme celle d'Intermarché. Il y a sur la chaîne YouTube de l'agence Mieux, il y a 2-3 pubs où j'ai marqué créativité pour vous montrer des exemples que je ne vais pas vous partager ici parce que ce sont des pubs qui font parfois 2-3 minutes. Mais il y a trop peu d'exemples de campagnes créatives sur les sujets RSE parce qu'il y a un gros stress, parce qu'il y a un besoin d'expliquer, parce que c'est compliqué, parce que l'enjeu est important et le directeur de la com ou le directeur marketing, il n'a pas le courage de faire une campagne créative qui va créer une émotion parce qu'il a trop peur de prendre une balle, en fait, voilà, de la part de son comité de direction. Et du coup, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux communicants et au fait que il faut qu'on ose aussi faire des publicités ou des campagnes de com qui soient beaucoup plus créatives et beaucoup plus impactantes. Le fait, cette différence que vous faites entre effectivement les pubs du type Invictus d'un côté et Intermarché de l'autre, ça peut pas tenir simplement que à une différence de génération ou de genre, ou là où toutes les personnes, tous les communicants se retrouvent à un moment, le point convergent, ça reste les études, ça reste le moment où on se forme à être des communicants. Est-ce que selon vous, les formations telles qu'elles sont aujourd'hui nous amènent aussi à faire preuve d'un peu plus de créativité ? Mais vous avez parlé tout à l'heure dans l'intro au départ du manifeste étudiant pour réveil écologique et maintenant donc l'association qui a été créée que je vous invite vraiment à suivre, notamment sur LinkedIn. Ils partagent plein d'études, plein de trucs super intéressants. Hein. Vous savez, au départ, c'est un étudiant de Polytechnique, un d'HEC et un de Normal Sup, des gens certainement très brillants qui se sont posés la question, qui ont diffusé ce manifeste et qui a été signé par 36 000 personnes en quelques mois. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça a mis la pression sur les directeurs d'université, sur le corps professoral, en disant « Putain, on est dans une école d'ingénieurs, on apprend la mécanique, on n'apprend pas l'économie circulaire. Il faut peut-être un peu changer les cours. » Donc j'ai l'impression que grâce à cette pression qui a été mise par l'assaut du réveil écologique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'universités de formations qui sont en train d'évoluer vraiment. Voilà, moi je connais bien les écoles de commerce, je connais aussi toutes les formations liées au développement durable et je vois que ça pousse beaucoup et c'est une très bonne nouvelle. Et donc j'espère qu'à l'ISCPA, vous avez plein de formations là-dessus et il faut les demander à vos profs. Et j'espère qu'il y a des profs qui sont dans la salle d'ailleurs et qui entendent ça. Je veux bien intervenir, j'interviens dès que vous voulez. Mais c'est essentiel que les formations le fassent. Après, il y a une deuxième différence, hein, c'est que Invictus, c'est une marque qui appartient à un grand groupe de luxe, où on est dans le paraître complètement, et Intermarché, c'est un distributeur, mais qui est, comme il nous le répète depuis très longtemps, producteur et commerçant.
Voilà, et ils ont des pêcheurs sur leur bateau, ils produisent une partie de leurs fruits et légumes, etc. Alors, je ne suis pas du tout un expert d'Intermarché, mais pour connaître quelques personnes qui s'occupent de la RSE, voilà, c'est des terriens, et c'est autre sujet, là je rejoins Christophe, c'est une chaîne indépendante. Voilà, il n'y a pas d'actionnaires. Les actionnaires sont les patrons des Intermarchés, hein, qui sont patrons de leur boutique. Et ça change aussi peut-être quelque chose. Et je vous invite toujours à différencier ce point-là entre je suis coté, j'ai des objectifs sur Q3, Q4 et même sur la semaine prochaine et demain, parce que la communication financière peut casser mon cours de bourse, et une entreprise familiale, indépendante, ou même comme Michelin, il y a encore une famille qui est très présente, va raisonner sur le long terme, et la RSE, ben, ce n'est pas un ROI sur le cours de l'action le lendemain, quoi. Donc voilà, même s'il s'avère que les actionnaires, depuis 1 an ou 2, commencent enfin à être persuadés que investir dans une entreprise qui fait du bio plutôt que de la junk food, à moyen terme, ça devrait être plus rentable. Donc voilà. Je laisse la parole à mes camarades parce qu'il faut me couper, je vous avais prévenu. Vous nous aviez prévenu, mais non, mais c'est une très bonne chose, justement, vous avez plein de choses à dire et c'est des choses qui sont très intéressantes et qu'on a envie d'entendre, donc non, on vous coupe absolument pas, mais ce que vous dites sur les investisseurs ou l'indépendance des structures, ça m'amène du coup à l'esprit la question de l'implication des parties prenantes dans l'engagement des entreprises ou des associations. Et pour rebondir sur la question que je vous avais posée tout à l'heure, Christophe, est-ce que vous, au niveau de la manière dont vous embarquez vos parties prenantes, comment est-ce que vous, à travers votre communication, vous avez l'impression que vos différents publics sont réceptifs à vos engagements? Est-ce que la communication que vous avez mise en place à ce niveau-là, est-ce que ça fait une différence selon vous? Oui, ça fait une différence. En fait, on a besoin d'être dans le récit et en même temps d'être vrai dans ce qu'on dit, de pouvoir montrer des choses très concrètes. Alors, il y a une dimension interne, parce que pour embarquer les équipes, il faut être capable de leur faire comprendre les enjeux et de leur montrer ce qu'on est en train de faire. Souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait déjà plein de choses dont on n'a pas réellement conscience. Donc, c'est mettre en valeur, mettre en lumière déjà les bonnes pratiques et capitaliser sur les bonnes pratiques pour aller plus loin. Je pense qu'une démarche de développement durable, c'est laborieux, ça ne s'arrête jamais, on peut toujours s'améliorer, il y a toujours… Voilà, donc c'est des petits pas, c'est la politique des petits pas, mais qui ne s'arrête jamais. Moi, je pense que c'est très important, c'est une conviction, il faut pas que les entreprises voient cette démarche comme une compétition. Aujourd'hui, ça doit être de l'émulation et de l'inspiration qui doit permettre une dynamique positive. Voilà, il y a des entreprises qui vont peut-être partir de plus loin parce qu'elles auront démarré plus tard, mais elles peuvent faire des très grands pas et c'est respectueux. Donc voilà, il y a une vraie nécessité d'illustrer pour donner du crédit au récit. Et puis, une fois que cette appropriation, elle s'est bien faite en interne, de l'ouvrir à l'extérieur. Alors nous, on parle vraiment de marque média aujourd'hui. On produit de plus en plus de contenu et à notre grande surprise, les contenus qui étaient les plus regardés, bien évidemment, c'était des concerts live streamés. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir des audiences extrêmement importantes pour expliquer qu'est-ce qu'on fait de nos déchets sur la Drèche. On a fait une série de 3 vidéos pour montrer les pratiques du Ninkasi, mais également s'ouvrir sur ce que font d'autres brasseries et des initiatives qu'on a identifiées dans toute la France. C'est vraiment cette démarche éducative qui est finalement de sensibiliser sur qu'est-ce que l'économie circulaire et finalement en quoi on peut arriver à faire des choses très innovantes. C'est donner de l'espoir, rendre les choses positives. Et le choix qu'on a fait, c'est de travailler avec un journaliste sur la réalisation de ces contenus pour vraiment être dans une démarche construite
sérieuse, parce que le risque qu'on peut prendre quand on commence à sortir des chiffres, c'est d'avoir des moments, des réactions assez virulentes sur les réseaux sociaux en disant ouais, vous êtes en train de dire que c'est X%, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai une autre source d'information, j'ai une autre info. Voilà, donc être prudent aussi en vérifiant ses sources et quand on a une prise de parole, qu'elle soit vraiment appuyée, étayée par des choses concrètes. Et tout ça, c'est vertueux parce que ça renforce la singularité de l'entreprise. Voilà, nous, j'écoutais une émission sur France Inter tout à l'heure où les gens disaient en fait, on ne peut pas allier environnement social et économique. Nécessairement, ça se fera au détriment de l'économie. Et finalement, une économie de marché, ça ne peut pas marcher parce que naturellement, les entreprises ne vont pas vouloir renoncer à leur performance économique. Et moi, je ne crois pas ce discours. Je crois qu'aujourd'hui, une entreprise, si elle a une vision plus globale de son modèle, en prenant en compte ses externalités, parce que finalement, la performance, quand on regarde que la performance immédiate, le résultat immédiat, oui, on peut considérer qu'on est performant, mais le modèle n'est pas durable. Les externalités, elles nous reviennent dans la figure. On le voit bien avec le dérèglement du climat. Donc, si aujourd'hui on raisonne véritablement en performance globale, en fait, on construit un modèle qui permet une performance économique durable. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'économique, le social et l'environnement. C'est vraiment une conviction profonde et nous, on le voit aujourd'hui. Le Ninkasi est performant, développe son modèle, grandit, grossit. Et aujourd'hui, le développement de l'entreprise nous permet d'être plus ambitieux. Aujourd'hui, on peut être beaucoup plus efficace dans la construction de filières, on peut être beaucoup plus efficace dans l'accompagnement d'artistes qu'on l'était il y a 10 ans quand on était plus petit. Voilà, donc moi je suis vraiment convaincu en fait, tout ça est un système vertueux qui s'auto-alimente et qui est très vertueux dans la durée. Si je peux Merci rajouter, Christophe pour. il y a des études, notamment un cabinet comme le BCG, qui est quand même reconnu pour son sérieux, a fait des études qui démontrent que les entreprises qui sont engagées dans la RSE sont plus résilientes et sont 13% plus rentables. Donc ça commence depuis 2-3 ans, on commence à avoir des études. Ça, c'est sur la rentabilité de l'entreprise. Et moi, je suis évidemment complètement d'accord. Et on le voit bien sur l'effet qu'on peut avoir sur les collaborateurs. Il y a des études aussi qui ont démontré que 84% des salariés aimeraient s'engager sur les sujets RSE. Quand ils s'engagent, ils sont 15% plus efficaces et un taux d'absentéisme 24% plus faible, qui chute, qui baisse de 24%. Donc, la bonne nouvelle, parce qu'il faut qu'on partage aussi des bonnes nouvelles, c'est que le directeur marketing qui écoute ses clients se dit « il faut que je m'engage en RSE ». Le directeur de la com qui écoute aussi les clients et qui se dit la même chose. Le DRH se dit moi, si je veux avoir des salariés engagés, il faut que je sois meilleur en RSE. Et le directeur financier se dit moi, si je veux être plus rentable et si je veux séduire tous ces actionnaires qui commencent de plus en plus à vouloir investir sur des entreprises avec des valeurs RSE, le DAF aussi se dit je m'engage. Et donc, globalement, tout le CODIR, pour une fois, est d'accord. Alors qu'il y a 2 ans, il y a 5 ans, on disait attention, la RSE, ça coûte cher, c'est difficile de vendre plus cher, on n'y arrivera pas. Voilà. Mais là, depuis 2-3 ans, tout le monde commence à être d'accord. Et donc, ça veut dire que toutes les entreprises vont basculer. En tout cas, c'est ma conviction, mon espoir, mon rêve. En fait, ce qu'il faut dire, c'est, moi je le dis autour de moi, une entreprise qui n'a pas une raison d'être, qui est au service de l'intérêt général, c'est-à-dire qui apporte vraiment un service utile, bénéfique, avec des externalités qui sont maîtrisées, elle n'a aucune raison d'exister. C'est pour ça que je pense qu'il y a des entreprises qui sont en train de bouger, parce que les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup plus exigeants. Et demain, certaines entreprises, si elles ne revoient pas leur modèle, elles n'auront plus de clients ou elles en auront plus suffisamment
pour survivre. Et je pense que vous l'avez dit, aujourd'hui, des entreprises familiales, indépendantes, ont été les premières sur ce sujet-là, parce qu'on est dans une logique du long terme. On n'est pas dans des logiques de résultats immédiats, de maximisation du profit. On a des projets qui s'inscrivent dans la durée. On est capable, le Ninkasi, quand on se lance dans un projet comme le whisky, je ne le verrai pas l'aboutissement de ce projet. C'est pour les générations qui prendront la suite. Il faut 10 ans pour sortir un whisky. Donc, nous, on va mettre des dizaines d'années à acquérir un savoir-faire et à être dans l'excellence. Et on est capable de se lancer dans un projet comme ça parce qu'on n'a pas un actionnaire qui nous dit moi, il me faut mes 15% de rentabilité chaque année. Votre projet whisky, c'est bien joli, mais moi, ça va pénaliser ma rentabilité, donc c'est niet. Donc, je pense que le sujet de l'indépendance, il est vraiment central aujourd'hui. Merci Christophe et merci Thomas. Moi, j'aimerais entendre Suzy, du coup, à propos des salariés, de ce qu'elle pense à propos des salariés, et donc, du coup, s'ils constituent la base de l'engagement ou pas. Ce que vous en pensez, vous? C'est intéressant par rapport à ce qu'évoquait notamment Thomas Parouti, c'est ce cercle vertueux, en fait, effectivement. Moi, je pense vraiment que c'est pas d'abord les salariés et ensuite le reste, c'est dans une démarche holistique. En fait, ça va embarquer tous les différents parties prenantes. Parce que si vous demandez à vos salariés de vous impliquer, mais qu'en même temps, vous ne montrez pas que vous faites déjà des efforts et que vous avez déjà engagé une démarche auprès de vos consommateurs, auprès de vos différents fournisseurs, prestataires, ben, il y a un risque que le salarié voit ça comme de l'hypocrisie et n'ait pas forcément envie de s'engager plus que ça. Donc je pense qu'en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas se passer des salariés, même au contraire, il faut vraiment s'appuyer sur les salariés parce que c'est eux qui portent l'entreprise. C'est eux aussi qui vont aller justement discuter avec les fournisseurs, avec les prestataires. C'est eux qui vont construire en fait toute l'entreprise. Donc c'est vraiment central. Mais ça doit être fait pour moi en même temps que tout le reste. Voilà, c'est pas forcément d'abord les salariés et ensuite la suite. Ce que je pourrais dire aussi, toujours, hein, de toute façon, Thomas Parouti est très pertinent dans tout ce qu'il dit, mais j'ai noté aussi cette histoire de pédagogie, d'explication. Christophe en a aussi parlé, hein, c'est nécessaire en fait de faire beaucoup de pédagogie. Je pense que c'est pareil avec les salariés en fait, sur ces thématiques-là. Il va falloir vraiment être dans une démarche d'explication de pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on met des nouvelles pratiques en place en fait au sein de l'entreprise et pourquoi est-ce que c'est important que vous, en tant que salarié, vous embarquiez aussi dans cette dynamique. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce challenge, mais si on parle de la mobilité durable, c'est un sujet qui est beaucoup à la mode aussi en ce moment, c'est-à-dire faire en sorte de modifier les déplacements des salariés, faire en sorte qu'ils prennent moins la voiture et qu'ils prennent plus des transports doux, le vélo, le covoiturage. Voilà, c'est encourager ce type de mobilité-là. Et on va avoir des challenges qui s'appellent le challenge de la mobilité durable. Si je me souviens, peut-être un petit bug sur le nom, mais c'est quelque chose comme ça, qui sont organisés généralement en région. Donc ça va être soit la CCI, soit l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, je ne sais pas si vous connaissez, qui vont organiser ça en fait en partenariat avec différentes entreprises dans une région Nouvelle-Aquitaine, région Île-de-France, ce genre de choses. Et en fait, ça va être comme une sorte de compétition, mais amicale, entre les entreprises, où le but, ça va être de voir quelle est l'entreprise qui fait le plus de kilomètres en transport doux. Donc, et là, c'est vraiment un super challenge pour mobiliser les salariés, parce qu'il y a un peu cette idée de jeu, en fait, d'émulation dans l'entreprise, de compétition, un peu comme dans un jeu, un match de foot ou ce genre de choses. Et donc, on va aller comptabiliser en fait les kilomètres qui ont été faits par les salariés qui sont volontaires. Donc tous les salariés ne sont pas obligés de participer, mais ceux qui le souhaitent participent et vont devoir comptabiliser le nombre de kilomètres qu'ils ont fait en vélo, à pied, en transport en commun pour venir au travail pendant un mois. Et donc, c'est l'entreprise qui a fait le plus de kilomètres en transport doux qui gagne le challenge à la fin. Donc ça peut être un exemple de challenge de communication interne pour mobiliser les salariés autour de ces thématiques-là et qui fonctionne plutôt bien. Voilà, pour vous répondre sur la question de l'engagement des salariés.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une initiative que je ne connaissais pas personnellement. Très ludique, effectivement, et qui permet vraiment d'embarquer l'interne et les salariés de manière efficace et puis d'une manière qui ne pèse peut-être pas trop non plus au quotidien sur leur mission, parce que j'imagine que Oui. c'est pas forcément toujours évident d'embarquer ces salariés si ça leur rajoute une charge d'une Oui. manière ou d'une autre, soit dans soit dans les missions, soit dans la manière de les exécuter. Si on leur impose quelque chose qui change le quotidien, on sait qu'on a cette réfraction au changement qui fait que si c'est trop brutal d'un coup, ça prend pas forcément. Oui. Par rapport à cette initiative, Audrey, vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà mis en place des communications un peu décalées destinées à l'interne dans des entreprises, par exemple, qui ont pu permettre d'embarquer aussi les salariés sur les engagements d'une structure, par exemple? Non, j'ai pas eu l'occasion de faire de com interne sur ces thématiques-là. Parce que je me posais la question pour justement la communication décalée, savoir un petit peu d'un point de vue de la communication interne, comment ça pouvait se jouer, parce que là, les exemples que vous avez pu nous montrer, j'imagine que bon, ça marche aussi au sein d'une structure, ça peut s'appliquer, mais je me demandais s'il y avait une manière décalée aussi de communiquer en interne pour les entreprises, pour les associations. Oui, il y a une façon de faire, ce qui est une façon, similaire, mais par exemple, j'ai un projet dans les tuyaux qui serait de faire, de la com sur le handicap à l'intérieur d'une entreprise, en fait, pour, inciter les gens à déclarer leur handicap, ce qu'ils ne font pas. Et du coup, l'idée, c'est de dédramatiser encore une fois le sujet, de rendre, le sujet du handicap léger, de faire rire, peut-être d'être un peu pédagogique avec, des chiffres clés, des choses comme ça, ou des personnalités, inspirantes dans le milieu du handicap comme, Philippe Croizon par exemple, qui est, une personnalité, du coup très drôle et qui, permet de prendre le handicap, avec beaucoup d'humour, voilà. Merci pour cet exemple. Pour le coup, c'est un exemple très parlant. Et puis, on parle beaucoup de créativité dans la communication pour s'adresser au public, aux clients, aux consommateurs. Mais ça marche aussi en interne, en fait. Les salariés aiment aussi une communication un peu plus créative. Si on peut se lâcher, c'est bien quand Oui, on est... allez-y, Thomas. Non, si on peut se lâcher et être créatif, c'est bien quand on est entre nous. Donc la communication interne, il faut qu'elle soit créative. Et là, on a beaucoup plus de liberté. Nous, on s'occupe des sujets de com interne RSE au sein du groupe L'Oréal, au sein du groupe AXA, au sein de Total aussi. Et là, on est beaucoup plus déconnant. Voilà, on fait des quiz façon un peu burger quiz où en fait, il y a une réponse qui est super évidente et trois autres réponses qui sont complètement délirantes. Donc, et on a fait des campagnes d'affichage avec des trucs qui étaient très très surprenants qu'ils n'avaient jamais vu chez L'Oréal, mais ils ont adoré. Donc oui, et communiquer auprès de l'interne, c'est essentiel. Moi, je fais une conf parfois qui s'appelle Comment les salariés vont sauver le monde, parce qu'on sait bien que les politiques ne pourront pas, et c'est pas de leur faute, c'est de notre faute à nous. C'est-à-dire qu'en 2022, j'ai le regret de vous annoncer qu'aucun candidat va nous amener vers une trajectoire 1,5 degré, pourtant qu'on devrait respecter, parce qu'il faudrait diviser notre bilan carbone par 6. Aujourd'hui, on fait 11,6, et personne ne va voter pour un candidat qui va nous promettre un bilan carbone individuel à 2 tonnes. Voilà, où on arrête les voitures, on arrête l'avion, on prend une voiture une fois par an, on a le droit, on a des crédits comme ça, enfin, on arrête de manger de la viande, enfin, il faudrait tout changer. Voilà, donc les politiques ne seront pas élus sur des promesses comme ça. Les ONG mettent la pression, mais c'est pas eux d'inventer les solutions. Et les consommateurs, les citoyens, quand ils doivent déplacer des fûts de bière, ils prennent un camion qui est certainement polluant un petit peu, même s'il est peut-être électrique, même s'il est à hydrogène, etc. Voilà, déplacer des fûts de bière, c'est, désolé Christophe, mais tes bières sont certainement meilleures et moins carbonées que les autres, mais quand on déplace une famille sur 150 km,
Voilà. Donc, c'est forcément les entreprises qui doivent régler le problème et en plus, ce sont elles qui l'ont créé. Donc, les salariés sont essentiels. Ce sont eux qui vont inventer les entreprises de demain. C'est les collaborateurs qui doivent inventer, innover. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument tous les sensibiliser. Nous, on a une méthode qui s'appelle « ça va le faire ». S, alors c'est écrit comme un cochon, mais au moins on la retient. S comme sensibilisation, A comme acculturation. On fait des MOOC, des podcasts, des choses pour les former. V comme visibilité des changemakers, comment on met en avant des gens qui ont déjà bougé pour dire regardez dans la boîte il y a déjà plein de gens, voilà. Ensuite on crée des ateliers d'intelligence collective et c'est là où les gens inventent. On va sélectionner, on va lister les meilleures innovations qu'on va financer, expérimenter et regarder leur rentabilité. Voilà, donc c'est un processus qu'on appelle ça va le faire, mais c'est évidemment les salariés qui doivent transformer leur boîte. Ah, c'est pas les politiques, c'est pas les citoyens et tout. Donc, communiquer sur les salariés, c'est essentiel. Moi, j'y attache énormément d'importance. En 2012, on a créé une semaine du développement durable qui s'appelle la No Impact Week, qu'on a offerte à plein d'entreprises pour sensibiliser les collaborateurs. Voilà. Il faut secouer le cocotier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'attache énormément d'importance à ce sujet de com interne parce que c'est vraiment la clé, la solution des prochaines années, quoi. Et le président ne peut pas tout faire. Alors après, quand il y a un fondateur qui est inspiré et qui a des convictions, évidemment qu'il est moteur, mais dans des grandes boîtes, ben, le président, il écoute ses actionnaires pour garder son poste, et donc du coup, il faut que ça mouline derrière, quoi. Ouais, on comprend qu'il faut que ça redescende aussi sur l'ensemble de la structure si on veut que ça ait vraiment de l'impact.